Bonjour les amis. Il y a quelques mois, Elon Musk vantait les mérites de la résine de shilajit, qui est un super aliment, un complément alimentaire, qui permet de réguler énormément de fonctions dans le corps et d'éliminer les métaux lourds. Alors, j'en consomme moi depuis le mois de mai, c'est vrai que ça a énormément d'effets positifs, y compris sur le dynamisme. Et là, je suis tombé sur une interview du docteur Gasmi, qui est un grand spécialiste de la shilajit, et qui nous explique en un quart d'heure l'ensemble, enfin une grande partie des bienfaits de cette substance. Et je vais vous laisser écouter cette vidéo. Je reviens à la fin vous expliquer une ou deux choses. Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous suivre comme chaque lundi. Alors aujourd'hui, il est connu sous le nom de l'arme de l'Himalaya. Le shilajit est une substance qu'on retrouve à l'intérieur d'une roche et qui se compose de manière organique et minérale. Alors la particularité de cette substance, c'est qu'elle n'a jamais été sujette à la pollution. Cela est dû au fait simplement qu'elle est enfouie pendant des années à l'intérieur d'une roche. Alors, à quoi une telle substance pourrait-elle nous aider? C'est ce que nous allons voir ce soir avec Amine. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition du shilajit? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. La shilajit est une résine noire, comme tu l'as un peu expliqué. Donc, c'est une résine noire qui provient du sol en réalité. En quelque sorte, en termes de composition, on a plus de 80% jusqu'à 85%, voire parfois plus en fonction des endroits, des sols, etc., d'où ça provient. Donc, on a ce qu'on appelle le humus. Le humus, c'est une partie du sol, c'est en quelque sorte la partie superficielle du sol qui a subi ce processus qu'on appelle l'humification, qui correspond en réalité à la transformation de la matière organique. La shilajit, en quelque sorte, si vous voulez, ça correspond à peu près 80% ou un peu plus d'humus. L'humus, comme je disais, c'est cette partie du sol superficielle qui contient de la matière organique, une matière organique stabilisée en réalité. Mhm. L'humification, c'est le processus qui permet de transformer de la matière organique fraîche, donc en gros des végétaux, on va dire, voire même des insectes, des choses qu'on trouve dans le sol, en matière organique plus stable, on va dire, et plus humidifiée. Et donc, on trouve tout ça dans le humus. Et puis, le humus lui-même, quand il est riche en ces matières organiques, principalement, comme je disais, végétales, mais aussi ça pourrait être d'origine animale, ça pourrait être des champignons, ça pourrait être des végétaux, etc. Donc, cette émulsification, en fait, de tout ça, va former une sorte de résine noire qu'on appelle la shilajite en réalité. Et donc, on obtient ça de l'Asie, en gros. Ce qui est le plus connu, c'est le shilajit de l'Himalaya, mais on obtient ça aussi d'autres endroits aussi, des montagnes principalement. Mhm. Et donc, au niveau de la composition chimique, on a principalement, donc, ce qui est le plus connu par rapport à la shilajit, c'est les acides humiques et fulviques. Ces deux-là sont les plus étudiés, on va dire, quand on regarde sur les bases de données scientifiques, on se rend compte qu'en fait, une bonne partie des effets, si ce n'est pas la totalité des effets de la shilajit, sont Mhm. dus justement à ces fameux acides fulviques et humiques. Par contre, on a aussi d'autres acides aussi et d'autres substances, dont des phénols, par exemple, des acides aminés, des coumarines ou des benzocoumarines, des terpènes, des stérols, de la résine tout simplement, certains, comme je disais, polyphénols comme l'acide élagique, etc., acide hippurique et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de composants chimiques qui Mhm. sont connus. Les plus connus, c'est les acides aminés, les polyphénols et les terpènes, qui peuvent aussi participer à l'effet de la shilajit, mais très secondairement, vu la quantité moindre
si on compare maintenant avec l'acide fulvique et humique qui, eux, peuvent constituer jusqu'à 60-65% à peu près donc de la totalité de la shilajite. Donc, c'est l'acide fulvique principalement et aussi l'acide humique qui donne ces effets bénéfiques, on va dire, et les effets métaboliques de la shilajite. Justement, les effets métaboliques, est-ce que tu peux nous en parler? Alors bien sûr, donc les effets métaboliques, il y a des effets métaboliques classiques comme Mhm. l'effet antioxydant, l'effet anti-inflammatoire, d'autres effets qui sont un peu plus spécifiques à la shilajite, des effets antihistaminiques par exemple, d'où l'utilisation, en tout cas la recommandation de la shilajite dans certains cas d'allergie par exemple, un éventuel effet aussi diurétique. Alors, l'effet ici diurétique est dû au fait que, comme tu le disais au tout début de cette présentation, euh, au fait que la shilajite se compose en fait d'une partie minérale. Donc, quand on dit le humus, ça Mhm. contient de la substance organique, mais ça contient aussi beaucoup de minéraux puisqu'on est sur du sol en réalité. Donc, ça contient du minéral et de l'organique. Et donc, dans ce minéral, on trouve tout un tas de minéraux, de sels minéraux qu'on trouve classiquement dans les sols et qu'utilisent les plantes pour, pour faire, donc, pour produire leur matière organique. Et donc, cette concentration en fait en sels minéraux et en métaux, etc., fait que ça déclenche souvent une vague d'élimination. Et une vague d'élimination principalement rénale, puisque en fait, toutes ces substances-là, minérales, organiques, minérales plutôt et inorganiques, s'éliminent par les reins principalement. Et donc, d'où cet effet éventuellement diurétique et qu'on peut aussi coupler à un effet pour lequel la chiachite est bien connue, un effet qui est un peu moins étudié, on trouve moins de données là-dessus, mais pour lequel il est bien connu, on teste la shilajite empiriquement et ça fonctionne, donc l'effet Mhm. chélateur en réalité. Euh, pas de la totalité des métaux toxiques ou métaux lourds, mais une partie des métaux lourds, métaux toxiques, comme le plomb par exemple, peut être donc évoqué dans ce sens. Et il y a aussi, donc à côté de cet effet chélateur, on a aussi un effet de complexation, donc un effet de liaison Mhm. moléculaire avec d'autres substances qui peuvent être toxiques, des nanoparticules par exemple, des nanomatériaux. Je pense par exemple, mais pas que, au graphène, l'oxyde de graphène par exemple. Donc les intoxications au graphène, surtout les intoxications industrielles, peuvent être à ce moment-là améliorée par la shilajite. Ça n'est pas maintenant des études cliniques là-dessus, mais il y a plein d'études sur des études in vitro certainement, principalement, qui montrent bien que la shilajite se complexifie, la shilajite, c'est-à-dire principalement l'acide fulvique et l'acide humique, se complexifie avec l'oxyde de graphène pour le rendre moins toxique. Et donc ça, c'est, on va dire, un des mécanismes de complexation avec des substances toxiques, mais on peut en citer d'autres exemples. Alors, il y a quoi d'autre aussi au niveau, surtout au niveau également mitochondrial. Donc, la shilajite, surtout l'acide fulvique, est bien connu pour améliorer les fonctionnements des mitochondries, certainement grâce à une meilleure pénétration au niveau des mitochondries et donc grâce à son effet anti-inflammatoire et antioxydant. Ça peut aider également à améliorer la fonction mitochondriale. C'est ce qui est remarqué par des études chez l'animal, des études in vitro et quelques études cliniques également sur la fatigue, par exemple. Euh, et puis, compte tenu donc de tous ces effets métaboliques, on peut aussi parler d'un effet anti-âge également. Un effet anti-âge parce qu'il y a quelques études là qui montrent que ça agit bénéfiquement sur des voies anti-âge aussi, anti-vieillissement. On peut aussi parler apparemment également d'un effet antimicrobien, bien que ce n'est pas très clair et ce n'est pas bien déterminé, mais il y a apparemment éventuellement un effet antimicrobien, antiviral notamment.
Donc, à voir aussi, ça nécessite d'autres études également. Donc, on peut voir ça peut-être dans les années à venir, peut-être qu'il y aura des choses dans ce sens. Et puis, dans ce même domaine, donc dans tout ce qui est application potentielle, mais pas encore confirmée de la shilajit, un éventuel effet anticancérogène également. C'est des études in vitro, en gros, globalement, qui peuvent montrer cela, mais bon, ça ne montre pas grand-chose en réalité. Il faut plus d'études là-dessus pour voir plus clair sur les voies moléculaires, etc., qui peuvent être impliquées ou qui peuvent impliquer l'acide humique et l'acide fulvique ou d'autres composants peut-être de la shilajit également. Et également quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, donc quand j'avais parlé de cet éventuel effet antimicrobien. Donc, en parallèle de ça, donc, en gros, une amélioration de la configuration du microbiote. Et c'est en fait à partir de ces constatations in vitro sur des souches bactériennes ou microbiennes qu'on trouve dans notre microbiote, dans notre propre microbiote, qu'on a imaginé un éventuel effet antimicrobien qui probablement n'est pas réellement un effet antimicrobien, mais plutôt un effet régulateur en fait de la configuration du microbiote, où on peut parler d'un effet bactériostatique de l'acide humique et de l'acide fulvique également. Et puis bon, il y a tout un tas d'autres effets également. On va s'arrêter là parce qu'il y en a plein. Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous parler des différentes utilisations? Quand est-ce qu'on va le prendre? Pour quelles raisons? Oui, alors au niveau des utilisations, c'est en quelque sorte des applications par rapport à ce qu'on a vu sur les effets métaboliques, mais il y a une application très intéressante par rapport à la mémoire et donc par rapport à tout ce qui est prévention de la démence et de l'Alzheimer, etc. Il y a une protéine qu'on appelle tau-protéine, TAU. La tau-protéine, c'est une des protéines qui est impliquée dans l'apparition des plaques, ce qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes, qui interviennent donc dans ce syndrome d'Alzheimer. Donc, la shilajit et surtout donc l'acide, cette fois c'est l'acide fulvique qui prévient l'accumulation de ces protéines-là, et donc ce qui a un effet protecteur ou neuroprotecteur, et ce qui probablement améliore aussi la mémoire également. Ça, c'est pas très clair encore quant à la mémoire, mais en tout cas dans le sens d'une dégénérescence des centres nerveux responsables de la mémoire. Donc là, avec la shilajit, on peut avoir un effet intéressant. Autre chose aussi qui est en rapport avec ce que j'expliquais avant sur la fatigue, par exemple. Donc, on a quelques études précliniques chez l'animal uniquement, pas chez l'homme, mais chez l'animal, qui montrent bien que la shilajit pourrait être intéressante dans les syndromes de fatigue chronique. Et dans le même sens, puisqu'on parle ici de forme physique, etc., la shilajit, apparemment, étude clinique à l'appui, à 500 mg par jour, si je me souviens bien, améliore ou augmente les taux de testostérone. Chez les hommes, c'est une étude qui a été faite chez les hommes. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on trouve comme ça d'autres applications intéressantes de la shilajit qui sont appuyées soit par des études cliniques, soit par des études précliniques, c'est-à-dire des études chez l'animal. Comme par exemple l'augmentation du taux de fer. Dans une étude aussi préclinique chez des rats également, on a constaté une augmentation du taux de fer chez des modèles animaux qui souffraient d'anémie ferriprive. Dans le même sens aussi, par rapport à la testostérone, augmentation de la testostérone, apparemment aussi chez l'homme, on a une amélioration de la qualité du sperme. Donc, le décompte des spermatozoïdes, la motilité des spermatozoïdes, apparemment, est améliorée par la shilajit. Et ici également, on a, si je me souviens bien, une étude clinique là-dessus. Et puis également, ce qu'on disait
depuis tout à l'heure sur l'effet chélateur et l'effet Mhm. protecteur de la shilajit, notamment de l'acide fulvique, sur l'intoxication aux métaux lourds et principalement le plomb. Donc, dans les cas de plombémie, la shilajit pourrait aider, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais ça pourrait aider à améliorer et à se débarrasser de l'excès de plomb dans le cas d'intoxication au plomb. Aussi dans des cas d'infection, mais surtout des infections respiratoires, des infections des voies respiratoires. Aussi effet cardioprotecteur, effet aussi sur l'hypercholestérolémie. Donc, on a des études cliniques et précliniques qui montrent bien que l'acide fulvique et l'acide humique diminuent à la fois le LDL et augmentent le HDL. Mhm. Et donc, ça, c'est ce qui est, on va dire, de ce que sont les applications les plus documentées dans la littérature scientifique. Reste juste une application pour laquelle la shilajit est bien connue depuis longtemps, c'est le mal des hauteurs, on va dire. Donc, on ne sait pas exactement comment que ça améliore cette problématique, mais c'est bien connu depuis longtemps. Bon, c'est documenté par quelques études, mais empiriquement parlant, ça fonctionne très bien et c'est bien documenté depuis un certain temps et utilisé depuis le début, en fait, depuis que l'être humain a connaissance donc de cette shilajit, que ça améliore le mal des hauteurs chez les personnes qui sont susceptibles d'avoir cette problématique-là et qui sont très nombreuses aussi. Voilà, voilà. Vous en savez beaucoup plus désormais sur cette substance incroyable. Alors, je vous mets en bas tous les liens possibles avec les renseignements, y compris du ministère de la Santé français, liens d'achat éventuellement. Et puis, moi, j'aimerais rajouter que par rapport à ce qui a été dit, il y a un effet que moi j'ai constaté qui est sur la perte de cheveux, puisque après un Covid sévère il y a 2 ans, j'ai eu quand même une perte massive qui a continué, et puis une perte de qualité en termes, enfin, la qualité du cheveu en lui-même, hein. Et depuis le mois de mai, depuis que je prends la Shilajit, ça s'est quand même grandement amélioré. Ça s'explique parce qu'en fait, si vous voulez, la perte de cheveux est due à un excès de toxines dans le sang. Alors, ça arrive pas aux femmes, ou très peu aux femmes avant un certain âge, puisqu'elles ont leur menstruation. Et le sang, si vous voulez, qui est rempli de toxines, il va éliminer par les émonctoires, foie, rein, intestin et la peau. Et le cuir chevelu fait partie de la peau, naturellement. Et forcément, quand il y a un trop plein de toxines, ça part par le cuir chevelu, ça empoisonne le bulbe capillaire, et ça fait que l'on perd des cheveux. Donc, c'est pour ça d'ailleurs aussi que les personnes qui sont en chimiothérapie bien, perdent leurs cheveux, puisque en réalité, il y a plus, le sang est tellement bourré de toxines qu'il ne sait plus gérer, et donc ça empoisonne le bulbe capillaire. Donc voilà, c'est un petit effet en plus de la résine de Shilajit, qui en plus donne la pêche, rétablit le sommeil, enfin voilà. Donc avec cette interview, vous en savez beaucoup plus, et je pense que c'est vraiment un complément alimentaire qui méritait d'être connu. Je vous dis à très bientôt.